Propreté, vos bureaux sont-ils propres? C'est la thématique qui a été débattue ici au FM Days. Alors on le sait, la pandémie a levé le voile de l'invisibilité sur les prestations de propreté, mais néanmoins, comment mesurer cette propreté? Quelles innovations et nouveaux process existent? On va parler de tout ça aujourd'hui et pour cela je reçois Nathalie Matarozzi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable services généraux chez Biocodex. Absolument. Et je reçois également Éric Jean Renaud, sous-directeur au service aux occupants pour la ville de Paris. Bonjour. Pour vous, en tant qu'utilisateur, en tant que donneur d'ordre, qu'est-ce que c'est qu'un bureau propre? Alors c'est très subjectif en fait, parce que par expérience, j'ai fait plusieurs entreprises avant de venir ici. Et c'est une notion pour moi très subjective. Un bureau propre, c'est effectivement un bureau qui est rangé par le collaborateur, etc. Mais c'est aussi un bureau qui inspire le côté un peu sain de l'atmosphère. Et typiquement, je viens du textile. Un bureau propre, c'était un bureau qui n'avait même pas un poil sur le sol. Je suis dans une industrie pharmaceutique et aujourd'hui, j'ai des toiles d'araignée dans les bureaux et on nous dit que le bureau est propre. Donc, c'est une notion pour moi très subjective. Donc, c'est difficile de répondre très clairement à cette question. Mais peut-être qu'Éric a... Et pour vous, Éric, à la ville de Paris? Alors, je pense qu'il y a une notion effectivement de subjectivité qui est très forte en matière d'appréciation de la qualité et de la propreté des bureaux. Comme j'aime à dire, tout le monde fait du ménage, donc tout le monde est spécialiste de la propreté. Or, c'est pas tout à fait la même chose à la maison et dans un environnement professionnel, pour une raison, à mon avis, simple, qui peut objectiver les choses, c'est qu'il y a effectivement, selon la typologie des locaux qu'on a nettoyés, on a des protocoles de nettoyage qui sont normés, qui existent, et qui répondent. On ne nettoie pas de la même manière, pour prendre des exemples de la ville de Paris, une crèche, qu'un bureau de tertiaire classique, ou, et si je vais plus loin, parce qu'on a aussi ce cas-là, les bureaux de la médecine préventive. Donc, on a bien des protocoles qui sont différents, qui répondent à des méthodes, voire des produits particuliers, et qui font que on a un bureau propre si on respecte cette typologie et ces process. Ça a le côté objectif. Après, celui qui le perçoit, c'est pas forcément celui qui met en œuvre, c'est celui qui vit dedans. Et là, l'appréciation, elle devient parfois difficile. Après, je termine. Pirouette, sans doute, un bureau propre, c'est un bureau dont l'utilisateur ne nous dit pas qu'il est sale. C'est exactement ça, tout à fait. Oui, ça commence peut-être Voilà, par là, exactement. effectivement. Et alors, vous, dans votre rapport avec vos prestataires de services sur la propreté, comment vous faites pour définir quand même les critères? Est-ce qu'il y a des cases véritablement à cocher, des points d'attention particuliers sur lesquels vous êtes, Nathalie, je vous vois acquiescer. Oui, alors en fait, on a ce qu'on appelle, donc on pilote notre prestataire, effectivement, et par le biais de ce pilotage, on a ce qu'on appelle des contrôles contradictoires avec des grilles d'évaluation. Les contrôles contradictoires doivent être normalement programmés. Moi, je le fais de manière un petit peu surprise pour que je n'ai pas justement des locaux nickel avant ce contrôle contradictoire. Et ça nous permet d'évaluer la prestation. Alors après, encore une fois, voilà, la grille d'évaluation, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il faut la faire évoluer en permanence parce que les bureaux et les contraintes, notamment avec le Covid, évoluent en permanence. Donc, c'est vraiment un travail permanent en fait avec le prestataire. Il ne faut pas juste, je lance ma prestation, j'ai négocié mon contrat et je le laisse faire. Il faut vraiment toujours être en contact. Il faut une très très bonne relation avec ce qu'on appelle le responsable de secteur et le chef de service pour avoir effectivement un suivi de l'entretien. Et il faut également prendre en compte, avec beaucoup de mesures, les retours des collaborateurs, parce qu'ils peuvent avoir aussi un œil différent, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est important qu'ils se sentent bien dans leur milieu naturel, dans le milieu de travail. Et leurs remarques sont aussi très, très pertinentes, donc elles nous aident énormément. Et il y a aussi une notion peut-être de qualité de l'air. Je ne sais pas si ça fait partie des critères aujourd'hui qui sont évalués. On pourra peut-être en dire un mot avant. Juste, je voudrais savoir sur aujourd'hui comment c'est mesuré pour vous à la ville de Paris. Comment ça se passe Sur la qualité de la propreté et la relation avec les prestataires. Voilà. J'enlève quasiment rien de ce que vient de dire Nathalie, parce que on s'appuie sur des contrats. Les contrats décrivent des process, des niveaux de nettoyage attendus, des fréquences. En tout cas, nous, on s'attache à avoir des cahiers des charges qui définissent par type de locaux, par type de métier exercé. Donc, les typologies, on s'appuie sur tout le corpus qui existe en la matière.
Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le contrat, il doit vivre, il doit être suivi. Un contrat, c'est pas simplement le suivi des clauses juridiques. Un contrat, c'est un moyen pour réaliser quelque chose. Donc, l'important, c'est de travailler avec ceux qui mettent en œuvre le nettoyage, les prestataires, avec une capacité à contrôler, et au-delà du contrôle, du pilotage aussi de ce qu'ils font. Donc, c'est des contrôles contradictoires, bien évidemment, organisés. À trois, on l'a dit, le prestataire, le donneur d'ordre et celui qui bénéficie de la prestation. C'est des contrôles qui sont faits de manière aléatoire, mais sans être contradictoires, pour éviter le côté c'est préparé et que, voilà, et que c'est un peu faussé. C'est d'avoir, je crois, des personnes qui contrôlent, qui soient eux-mêmes des professionnels de la profession. Ce qui permet de challenger, d'avoir le bon niveau comment dirais-je, de connaissances, de professionnel à professionnel, permet d'objectiver un certain nombre de choses. Et puis, on peut aussi appareiller tout ça avec des outils. Aujourd'hui, il y a des tablettes, il y a des choses qui permettent d'automatiser tout ça et surtout d'avoir du recul avec de la data pour ensuite pouvoir reconstruire peut-être des plans d'intervention ou des renforts sur tel ou tel endroit et un vrai dialogue avec le prestataire. Et vous avez dit, Eric, vous l'avez rappelé, c'est un billard à 3 bandes, donneur d'ordre, prestataire, mais aussi le rôle de l'occupant, on pourra revenir dessus. Juste, je parlais tout à l'heure de la qualité de l'air. On le sait, la pandémie de coronavirus a beaucoup mis en avant cette problématique. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que donneur d'ordre, est-ce que vous avez des données, des moyens de vous assurer que l'air dans vos environnements de travail est sain? Nathalie, peut-être? Alors moi, je ne le fais pas chez moi. Je sais qu'il existe des appareils qui mesurent effectivement la qualité de l'air, aussi bien qui mesurent également la chaleur et toutes les particules qu'il peut y avoir, absolument. Mais je ne le fais pas aujourd'hui. Donc voilà. Parce que c'est une volonté de la direction. Enfin, c'est une volonté de la direction aujourd'hui de ne pas aller aussi profondément sur le sujet. Et on a prévu un déménagement dans peu de temps également. Donc voilà. Aujourd'hui, la qualité de l'air, on ouvre les fenêtres et ça nous permet d'avoir un air un peu plus, soi-disant, sain. Et Eric, à la ville de Paris? Qualité de l'air, gros sujet post-Covid. Pas connecté, alors pour le coup, sur les sujets de nettoyage. Modulo, l'encrassement des grilles de soufflage qu'on peut avoir dans les bureaux. Alors ça, effectivement, c'est pris sous cet angle-là, mais la qualité de l'air, c'est plutôt une question bâtimentaire, en fait, de technicité ou de capacité aux éléments techniques de fournir un air propre et surtout la capacité à ce qu'on puisse prouver que le système est nominal, il est opérant, il est maintenu, il est entretenu. Difficulté dans les bâtiments complexes où on peut souvent pas ouvrir les fenêtres. Oui, et donc, on est très tributaire de la technique et des mainteneurs. Mais c'est pour le coup, je pense que c'est décorrélé de l'idée de propreté ou de nettoyage. C'est lié plutôt à l'hygiène et à la santé au travail. Et effectivement, aujourd'hui, il y a toute une batterie de capteurs qui devraient nous aider à objectiver la chose, parce que la grande difficulté, mais le lien avec le nettoyage, il est là aussi, c'est que c'est très subjectif tout ça. Tout le monde a trop chaud ou trop froid. Même dans le même bureau, 2 personnes, ils n'ont pas le même ressenti. Il n'y a pas simplement un thermomètre, mais ne serait-ce que d'avoir un thermomètre, c'est déjà quelque chose. Il y a des sujets d'hygrométrie, il y a des sujets de CO2 aujourd'hui. Et donc, c'est un vrai champ nouveau qu'on commence à investir et à travailler avec justement des prestataires qui peuvent nous offrir ce type de solution, en fait. C'est vrai que sinon, c'est pas mesurable. Sans outils, c'est pas mesurable. Aujourd'hui, on a un collaborateur qui va dire « je fais une allergie, c'est dû à la clim ». Celle d'à côté n'a pas du tout de souci, alors que les clims sont effectivement entretenus, mais c'est pas mesurable sans outils aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans cette chaîne de responsabilité entre donneur d'ordre, prestataire et l'utilisateur sur le terrain, quand on parle de propreté, il y a aussi quelque part l'éducation des gens. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est un sujet sur lequel il est peut-être plus ou moins difficile d'intervenir? Nathalie, comment ça se passe? Oui, moi j'insiste énormément sur ce sujet parce qu'on parle effectivement, j'en parlais aussi récemment ce matin, on parle de l'entretien du nettoyage et de sa prestation, mais il y a également effectivement le collaborateur, l'utilisateur final
qui a aussi, je pense, son rôle à jouer. Alors on parle de gestes barrières, mais la propreté, c'est aussi jeter ses déchets dans la poubelle adaptée, etc. Donc, c'est en fait effectivement un jeu avec 3 acteurs, l'entretien nettoyage, le collaborateur sur site et nous, effectivement, les donneurs d'ordre. Mais les collaborateurs, moi, je les sensibilise énormément sur le fait qu'effectivement, exemple, arrêtez de me demander du gel, allez vous laver les mains, mais ça, c'est pandémie ou pas pandémie, c'est quelque chose qui devrait être naturel, en fait, aujourd'hui. Et à la ville de Paris, est-ce que les collaborateurs sont propres? Je vais dire oui, pour pas faire trop d'ennemis. Non, en tout cas, c'est en tout cas un sujet sur lequel moi aussi j'insiste, parce que régulièrement on réunit des occupants dans une sorte de comité, une sorte de grande assemblée générale des occupants pour parler de la vie du bâtiment, faire un peu revue de gestion. Et c'est vrai qu'on fait depuis la sortie d'ailleurs de la pandémie du Covid qu'on reprend, on a un moment effectivement où on parle des bonnes pratiques et du nettoyage. Comme sur beaucoup de sujets, c'est un sujet où l'occupant il a toute sa place, il a un acteur majeur, et donc il a des choses à porter lui, et il a, alors, je sais pas si c'est des devoirs, mais en tout cas, il a une responsabilité dans tout ça, et il doit pas s'en foutre en disant de toute façon, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. C'est pas vrai. On a 2 poubelles, nous en tout cas dans les bureaux de Corbeil, pour le tri sélectif, ce qui est recyclable par recyclable. Ça commence là en fait, l'attention à ça. Les déchets, avec les mesures qu'on a prises pour reprendre le travail, les RIE qui étaient souvent fermés, manger dans les bureaux, c'est devenu une pratique plus courante qu'avant. Que deviennent les déchets après le repas? On les met où? On les laisse traîner? On les met dans la poubelle? On les ferme parce qu'effectivement ça peut attirer des insectes, des souris, des choses comme ça. Donc c'est pas le nettoyage qui peut traiter ça, c'est à la source. Celui qui est en charge de ça, c'est l'occupant. C'est pareil pour l'entretien des plantes vertes et des choses comme ça. Voilà. Il y a aussi cet acteur-là qui est là. Et aujourd'hui, est-ce qu'avoir des bureaux propres, ça coûte cher? Et est-ce que ça coûte encore plus cher dans un contexte post-pandémique, si on peut dire qu'on est post-pandémique, Nathalie? Alors oui, je veux dire oui et non parce que le nettoyage a toujours été un véritable sujet. Effectivement, c'est là qu'on fait les coupes. Moi, dans mon ancienne entreprise, c'est là qu'on a coupé. Dès que la pandémie est arrivée et qu'il a fallu réduire un petit peu les coûts sur certains sujets, je venais du textile, on a coupé la prestation de nettoyage et moi, ça m'a rendu folle parce qu'au contraire, c'est pour moi une prestation, un poste sur lequel il ne fallait pas faire de coupe. Surtout que les produits virucides qu'on utilise aujourd'hui sont un petit peu plus coûteux que les produits que l'on utilise écolabellisés. Et oui, ça coûte cher. En tant que donneur d'ordre, je devrais dire que ça ne devrait même pas être un sujet. Donc, je ne suis pas acheteur, je suis vraiment responsable généraux. Donc, je laisse mon acheteur faire ça. Mais pour moi, la prestation de nettoyage et son coût ne devrait pas vraiment être un véritable sujet. Après, il y a le coût humain, il y a le coût des produits, etc. Mais c'est vraiment la prestation qui prime avant tout et le résultat. Eric, vous partagez l'avis de je partage tout, ça a un coût. Ça ne doit pas être une variable d'ajustement. On a un argument, nous, c'est qu'on est justement post-Covid et on a vu à quel point, finalement, c'était une des armes pour sortir de cette affaire-là et faire reprendre le travail dans des bonnes conditions à nos collègues. Donc ça a un coût, le virucide, j'y reviens pas, ça coûte plus cher, c'est sûr. Les protocoles sont parfois plus approfondis, puisqu'on a inventé des protocoles approfondis pour justement rassurer et avoir des bureaux qui soient dans une qualité d'hygiène la plus possiblement grande. Après, il y a des décideurs qui décident aussi, c'est aussi leur rôle. Nous, on est prescripteurs, alors c'est un peu facile, mais quand même, on est là. Après, il y a des gens qui décident, qui font les arbitrages avec le coût humain, le coût social, le coût économique. Et puis, mais voilà, en tout cas, nous, on est là en alerte et on fait prévaloir notre voix là-dessus. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'être venus livrer votre expérience sur le sujet de la propreté. Et merci à vous de nous avoir suivis sur République Workplace, le média.